Nous voulons explorer des planètes de plus en plus lointaines, mais il en existe une, très proche, que nous connaissons encore mal. À sa surface, déserts, plaines arides ou steppes herbeuses alternent avec forêts luxuriantes et jungles tropicales. Une myriade d'écosystèmes abrite des créatures aussi fascinantes qu'inquiétantes. Cette planète, vous la voyez tous les jours, dans le miroir de votre salle de bain. C'est votre corps. Bienvenue sur la planète Corps. Pour un écologue comme moi, qui étudie la nature et le monde vivant, notre corps est un fabuleux terrain d'exploration. Il a de nombreuses similitudes avec la planète que nous habitons. Il est donc intéressant de l'observer avec le même regard que nous portons aux espaces naturels de la Terre. Nous vivons vraiment sur une planète étonnante, n'est-ce pas? La vie prolifère partout, sous ses formes les plus belles et les plus étranges. Pourtant, il y a 5 milliards d'années, la Terre n'était comme cette pierre qu'un caillou stérile, un rocher nu flottant dans l'espace. La vie s'est installée, puis elle s'est développée. Le corps humain connaît un processus de colonisation similaire. Dans le ventre de sa mère, le bébé est vierge de tout corps étranger. Mais dès qu'il s'engage dans l'utérus et que commence le processus d'expulsion, le corps du bébé est colonisé par une multitude d'organismes vivants. Les premiers colons sont les bactéries. Au moment où il naît, quand le bébé passe par les voies naturelles, il est enduit de bactéries qui ressemblent aux espèces présentes dans le vagin maternel. En naissant, le bébé prend donc un véritable bain bactérien. Son corps s'imprègne de ces organismes microscopiques comme un manteau biologique légué par sa mère. Les bactéries que vous avez au tout début sont déterminantes pour éduquer vos défenses naturelles. Certaines études s'intéressent justement à la différence de colonisation bactérienne entre les bébés nés par voie naturelle et ceux nés par césarienne. Quand vous examinez des bébés nés par césarienne, tout de suite après leur naissance, on constate qu'au lieu d'être couverts de bactéries qui ressemblent à celles présentes dans le vagin maternel, ils sont colonisés par des bactéries similaires aux espèces bactériennes de la peau. Il y a des conséquences qu'on peut observer du point de vue de la santé. On sait qu'il y a une corrélation entre les naissances par césarienne et des taux plus élevés d'allergies, d'asthme et de maladies auto-immunes. Le lait maternel est l'occasion d'une autre imprégnation bactérienne pour le bébé. Ce n'est que très récemment qu'on a compris que le lait maternel apporte avec lui tout un ensemble de microbes qui migrent depuis le corps de la mère, passent dans le lait pour être transmis au bébé. Le lait maternel est un exemple étonnant de la façon dont notre corps a évolué pour permettre la transmission de ces microbes à la génération suivante. Dans les premiers mois,
les bactéries qui ont colonisé le corps du bébé vont conquérir les différentes régions de cette nouvelle planète. Elles vont évoluer, s'adapter et proliférer pour donner naissance à une flore différente selon qu'elles vont élire domicile dans les zones arides et froides ou dans les régions chaudes et humides de notre corps. Les bactéries vont se multiplier à tel point qu'à l'âge adulte, chacun de nous transporte en permanence plus de 100 000 milliards de bactéries. Nous connaissons encore mal ces milliards de passagers clandestins qui prolifèrent sur notre corps depuis notre naissance. Des espèces inconnues nous attendent dans des territoires peu étudiés. Et il n'est pas besoin d'aller très loin. C'est dans le cratère qui témoigne de notre naissance, le nombril, que des scientifiques sont partis à la recherche de bactéries cachées. Les biologistes de l'Université de Caroline du Nord, qui ont lancé le projet Biodiversité du nombril, reconnaissent que leurs recherches sur cette partie du corps ont commencé comme une blague. Suivant. Sur ce coton-tige, vous prélevez des organismes vivants. Nous allons en extraire l'ADN et avec la génétique, on pourra les identifier. Les chercheurs soumettent les bactéries à un séquençage ADN qui dresse leur carte d'identité biologique et permet de les répertorier. Pendant plusieurs mois, les scientifiques ont exploré le nombril de 95 volontaires pour y découvrir 1400 espèces de bactéries, dont 662 souches étaient inconnues. Les outils récents de la génétique sont comme un nouveau télescope. Les nouvelles techniques qui sont apparues dans les 10-20 dernières années nous ont permis de voir tous les organismes, et plus seulement ceux qu'on pouvait mettre en culture. Et là, on a réalisé qu'on était passé à côté d'au moins 95% des espèces existantes. On est un peu dans la situation d'un géographe qui aurait étudié toute sa vie les fjords de Norvège, et tout d'un coup quelqu'un dirait « Au fait, on a découvert les Amériques et l'Australie ». Et personne n'en aurait entendu parler avant. Mais le vrai défi consiste à dresser le portrait en images de cette flore minuscule qui habite les moindres recoins de notre corps. Pour explorer notre jardin bactérien et observer de plus près les différentes espèces qui le composent, il nous faut franchir les frontières du monde microscopique en embarquant à bord de vaisseaux bien particuliers. De puissants microscopes font voyager notre regard de plus en plus loin vers l'infiniment petit. Ils nous emmènent dans un surprenant safari à la rencontre des espèces de bactéries qui prolifèrent sur notre peau, du bout de nos pieds à la pointe de nos cheveux. Certaines bactéries sont très courantes sur notre corps et vivent en harmonie avec nous. C'est le cas de Staphylococcus epidermidis ou de Propionibacterium, bien adaptés toutes les deux à l'acidité naturelle de notre peau. Certaines espèces, comme Streptococcus pyogenes, sont dites pathogènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent attaquer notre corps et déclencher des maladies. Quant à Pseudomonas aeruginosa, elle pourrait être nuisible à l'intérieur de notre corps, mais elle sécrète sur notre peau un antimicrobien efficace. Comme dans la nature, la santé du milieu se joue dans l'équilibre entre les espèces. En occupant le terrain et en monopolisant toutes les ressources disponibles, les bonnes bactéries empêchent les bactéries nuisibles de s'installer. Elles sont en guerre entre elles. Même nos bonnes bactéries se battent entre elles. Elles essayent toutes de dominer. Les bactéries sont loin d'être une flore figée et passive. Elles communiquent entre elles.
Le plus souvent, elles s'adressent des messages chimiques à distance. Ces messages leur permettent de se recenser et de déclencher une action commune quand elles sont en nombre suffisant et que les conditions sont favorables. Dans certaines situations, elles se connectent par des microtubes. Elles construisent un réseau qui leur permet de faire circuler des protéines et parfois du matériel génétique qui les dotera de nouvelles aptitudes. Les bactéries ne se donnent pas seulement des tuyaux entre individus d'une même espèce, elles communiquent aussi entre membres de familles différentes. Sur notre corps comme sur la planète Terre, les bactéries peuvent vivre dans de nombreux environnements. Chaque espèce recherche les conditions qui lui sont le plus favorables. Ces bactéries présentes sur notre corps se nourrissent de nous. Elles consomment nos peaux mortes, les particules de notre épiderme. Elles participent en fait à la décomposition de ces éléments. C'est donc un intérêt partagé qui régit notre cohabitation avec les bactéries. Pour elles, notre peau est avant tout une réserve de nourriture sous forme de lipides et de protéines. En retour, elles sécrètent une matière hydratante, empêchant notre peau de se dessécher, de se craqueler et d'ouvrir ainsi une brèche à des envahisseurs microscopiques. Comme la croûte qui recouvre notre planète Terre, la peau est l'enveloppe extérieure protectrice de notre corps. Contrairement à ce que vous pourriez penser, elle n'est pas aussi légère que cela. Nous portons environ 5 kg de peau répartis sur une surface moyenne de 2 mètres carrés à l'âge adulte, ce qui en fait le plus grand organe du corps. Mais surtout, notre peau a des propriétés étonnantes dont nous n'avons même plus conscience. La peau est une fenêtre sur le monde. Son extrême sensibilité est bien sûr différente selon les parties du corps. Les lèvres et le bout des doigts sont plus sensibles. Mais il ne s'agit pas seulement du toucher, c'est aussi par la peau que nous ressentons la douleur, la température, les vibrations, tous ces éléments qui nous relient au monde. Notre peau est criblée de minuscules orifices par lesquels elle respire. Ces pores permettent aussi d'évacuer la sueur lorsque nous transpirons. Elle est sécrétée par 3 millions de petites glandes cutanées réparties sur tout notre corps. La transpiration permet d'éliminer un excès de chaleur, faisant ainsi baisser la température corporelle. La peau est aussi imperméable, grâce à une protéine dure et insoluble, la kératine. Enfin, notre peau est élastique, ce qui la rend résistante. L'élasticité est assurée par des protéines appelées élastines. Elles se tendent comme de minuscules ressorts, puis reprennent leur forme initiale. Porosité, imperméabilité, élasticité sont autant de qualités qui rendent notre enveloppe corporelle propice à la vie. La surface de notre peau est une étendue sauvage sur laquelle s'est construite une vaste pyramide du vivant. À la base de la chaîne alimentaire, les bactéries sont un terreau nourricier qui fournit de nombreuses ressources pour tout un tas d'espèces. Mais d'autres formes de vie ont également élu domicile
partout où les conditions sont favorables. Ainsi, certains champignons microscopiques ont colonisé notre peau et l'intérieur de notre corps. Comme leurs cousins qui poussent dans les forêts, ces champignons microscopiques se reproduisent grâce à des petites spores qui se répandent dans l'air. C'est ainsi qu'ils s'établissent sur notre peau ou pénètrent dans nos poumons. Grossis près de 5000 fois, ils nous font penser à une flore exotique qui n'a rien à envier à certaines régions tropicales de notre planète Terre. C'est pourtant sur nos ongles de pied, entre nos orteils ou dans les alvéoles de nos poumons qu'on les trouve. Les zones humides, chaudes et obscures sont leur terrain favori, car la matière organique en décomposition constitue l'essentiel de leur menu. Dans une forêt tropicale, vous avez les organismes qui produisent la matière première. Vous avez les plantes, les espèces qui mangent les plantes. Vous avez des prédateurs, vous avez des parasites. Et tout cela se passe aussi sur votre corps. Les célèbres acariens ne peuplent pas seulement nos tapis et moquettes, ils affectionnent aussi notre épiderme. Inutile de courir vous laver. Leur présence est parfaitement normale et passe le plus souvent inaperçue. Ils peuvent même nous être utiles en nous débarrassant de nos peaux mortes et en jouant ainsi le rôle de nettoyeur. Ces festins de peau ont pourtant une contrepartie qui pourrait indisposer les âmes sensibles. Cette fertilisation intempestive de notre épiderme n'a pas de réelles conséquences, à l'exception de petites démangeaisons et de rares allergies. Pourtant, dans la grande famille des acariens, quelques parents embarrassants nuisent à la réputation de l'espèce. C'est le cas du sarcopte. Comme ses cousins mangeurs de peau, il s'intéresse à notre épiderme, mais ce n'est pas pour y faire le ménage. C'est sur notre peau qu'il vit ses amours. Quand vient le moment de pondre, la femelle creuse un tunnel sous notre peau à l'aide de véritables pinces coupantes. Les épines qui hérissent son dos lui interdisent toute marche arrière. Ce ne sont pas les œufs qu'elle pond sous notre peau, mais les déjections qu'elle laisse lors de son séjour qui déclenchent la gale. Cette maladie de peau, devenue rare mais très contagieuse, se transmet par contact direct. Le sarcopte s'installe là où la peau est la plus fine, entre les doigts, à l'intérieur des poignets, dans l'aine et à l'intérieur des coudes. En effet, notre peau n'est pas uniforme sur notre corps. Constituée de petites dunes alignées sur le bout de nos doigts, elle offre plutôt un paysage de collines sur notre dos et de profondes vallées sur nos lèvres. C'est sous nos talons qu'elle est la plus épaisse, où elle présente un relief escarpé. Notre peau, comme le sol, est composée de plusieurs couches. Son épaisseur, sa souplesse et ses propriétés chimiques varient selon les régions. Sèche sur le dessus de nos mains, c'est sur notre front et à la base de nos poils qu'elle est la plus grasse. La peau, comme la terre, a aussi besoin de se nourrir, de s'enrichir. La terre le fait avec ce qui vient d'en haut, tout ce qui tombe et se décompose. La peau le fait avec ce qui vient d'en dessous. Dans les deux cas, la vie se concentre autour des éléments qui pénètrent les couches les plus profondes. Pour la terre, c'est autour des racines des plantes que la vie est la plus dense. Pour la peau, c'est autour des racines des poils, les follicules. La base des poils est riche en sébum, une substance grasse qui lubrifie le poil et la surface de la peau. Elle est sécrétée par des petites glandes présentes dans le bulbe, à la racine du poil.
C'est précisément là qu'un acarien au corps allongé, du nom de Demodex folliculorum, a choisi d'élire domicile. Son habitat de prédilection, nos cils et nos sourcils. Le sébum constitue l'essentiel de son menu, mais à l'occasion, il ne dédaigne pas quelques cellules mortes de notre épiderme. La nature a affublé cette petite créature d'une absurdité anatomique. N'ayant pas d'anus, elle ne peut évacuer les déchets de ses repas. Une fois le ventre bien rempli, elle est ainsi condamnée à mourir par décomposition. La plupart du temps, ce petit acarien n'est source d'aucune gêne. Mais sa prolifération peut provoquer des infections de la peau ou des yeux. Ils vivent sur presque tout le monde. Et nous savons que certains spécimens pourraient être des espèces nouvelles, mais personne ne les a jamais étudiés. Il y a vraiment une grande part de leur biologie qui reste mystérieuse. Vous imaginez ? C'est un animal qui vit sur votre visage et on connaît peu de choses sur lui. Comme le Demodex, chaque créature qui vit sur la planète corps a un habitat de prédilection, car de son point de vue, le corps humain n'est pas un écosystème homogène. Certains champignons ne vivent bien qu'entre nos doigts de pied, tandis que d'autres créatures préfèrent la jungle de nos cheveux. C'est là que nous attend le pouls. Ce passager clandestin de nos têtes est assez inoffensif. Pourtant, vu de près, c'est un véritable monstre dont il est bien difficile de se débarrasser lorsqu'il s'est établi sur notre crâne. À son échelle, notre cuir chevelu ressemble assez à une forêt densément boisée. L'endroit idéal pour passer inaperçu. Pourtant, les démangeaisons qu'il provoque en ponctionnant notre sang trahissent sa présence. Agrippé à nos cheveux par de puissants crochets, il trouve chaleur et nourriture sur notre crâne. C'est aussi là, à l'abri des regards, qu'il vit ses amours. On vous a montré 100 fois le coït des lions dans la savane africaine. Mais avez-vous déjà vu l'accouplement des poux sur une tête humaine ? Le résultat logique de ces ébats taurides est la naissance d'une nombreuse progéniture. Solidement collés aux cheveux par une glu que sécrète la femelle, des dizaines d'œufs s'apprêtent à éclore. Dans notre esprit, le pouls est un héritage encombrant de notre condition animale, un parasite repoussant et nuisible. Pourtant, certaines théories suggèrent que sur une échelle de temps plus longue, le pouls a rendu service à l'humanité en stimulant la socialisation. Entre les poux et nous, c'est une histoire qui dure. Ces habitants des forêts de notre corps nous accompagnent depuis les tout premiers pas de nos ancêtres. Mais les poux étaient déjà présents dans le paysage il y a bien plus longtemps encore. Plusieurs millions d'années avant l'homme, ils se sont attaqués à des bêtes de tout poil et de toute taille, choisissant leurs nouveaux hôtes au gré des extinctions ou des bouleversements de leur environnement. Les poux ne sont pas des dinosaures microscopiques, mais plutôt des fossiles vivants. On estime que les poux sont apparus sur Terre il y a environ 115 à 130 millions d'années.
C'est le seul fossile connu de poux. Il a été découvert il y a environ 20 ans. Il est vieux de 44 millions d'années et son parent le plus proche encore vivant se trouve sur les canards et les cygnes. Les poux doivent vivre sur un hôte particulier. S'ils en tombent, ils meurent. Cette spécificité par rapport à leur hôte les distingue de nombreux autres groupes de parasites. L'ADN du poux évolue 2 à 4 fois plus vite que celui de son hôte. On peut donc se servir de l'arbre d'évolution du poux, en datant ses points de ramification, pour les comparer au profil d'évolution de l'hôte. C'est pour cette raison que Vince Smith considère les poux comme un formidable miroir de l'évolution des espèces, et de la nôtre en particulier. Ces habitants de nos poils peuvent révéler d'étonnantes informations sur notre propre histoire. Homo erectus, dont nous nous sommes séparés il y a plus d'1 million d'années, avait des poux génétiquement très proches des poux de nos têtes aujourd'hui. Pour Vince Smith, cela suggère que l'homme moderne aurait eu des contacts avec cette lignée archaïque après ce point de séparation et aurait ainsi attrapé ses poux. Toujours sur le même principe de comparaison génétique des différentes familles de poux, Vince Smith a émis une autre hypothèse qui concerne cette fois les poux de nos régions intimes. Les poux de pubis humains et les poux de gorille sont génétiquement très proches. Ils ne sont séparés que par 2 ou 3 millions d'années d'évolution. En comparaison, l'ancêtre commun que nous partageons avec les gorilles date de 8 à 9 millions d'années. On peut donc en déduire que nos ancêtres auraient eu des contacts avec les gorilles après qu'ils aient divergé, et c'est ainsi que nous aurions attrapé les poux de pubis. Cette hypothèse est confortée par la morphologie des poux de pubis. Munis de puissants crochets, ils ont besoin de poils drus et épais pour s'agripper. Cet habitat favorable de notre toison pubienne est aussi caractéristique du pelage des gorilles. Comme toutes les espèces vivantes, le poux doit malgré tout tenter de s'adapter à des changements de son environnement. De son point de vue, la disparition progressive des poils de certaines parties du corps humain ressemble beaucoup aux modifications des écosystèmes de la Terre pour l'homme. On sait que de telles pressions écologiques poussent les espèces à évoluer. Les poux humains se sont adaptés aux évolutions de notre corps. La perte progressive de nos poils les a obligés à opérer une retraite dans les parties où il nous restait des poils, c'est-à-dire notre tête d'une part et la zone pubienne d'autre part. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une nouvelle espèce, le poux de corps, est née au moment où l'homme a commencé à se vêtir. Ce sont en fait des poux de tête qui ont migré pour exploiter les vêtements comme une nouvelle niche, où ils se sont installés pour vivre. Si nous avons perdu la plupart de nos poils, nos fidèles compagnons offrent encore un refuge idéal pour des parasites proches de ceux qui nous affectent, mais qui ne dédaignent pas un changement de milieu. On sait que le poux est très spécialisé et supporte mal le fait de vivre éloigné de son hôte. Mais la puce, elle, s'adapte très bien à ce type de changement de milieu. C'est bien souvent les poils de nos compagnons qui servent de première base aux puces. Cachées et au chaud, elles peuvent se préparer à d'autres conquêtes. Mais leur vie commence sous forme de larves dans la clandestinité des tapis, des moquettes ou des fentes de parquet. Pendant la dernière phase de sa métamorphose, la larve de puce s'enferme dans une sorte de cocon dans lequel elle évolue jusqu'à atteindre sa taille adulte. Parvenues à ce stade, les puces sont capables de patienter pendant près d'1 an sans manger.
Mais au moindre stimulus, elles éclosent tout en même temps. Affamées, elles se ruent sur leur repas. D'un bond, elles peuvent sauter une distance égale à 20 fois leur taille. Pour conquérir une planète vivante comme notre corps, les puces sont capables de véritables prouesses physiques. Pour en percer les secrets, le professeur Malcolm Burrows, spécialiste mondial du saut des insectes, se livre à d'étonnantes expériences sur les puces dans son laboratoire de Cambridge. Là, il y en a une bien active. Tu peux la mettre dans la chambre, Greg? Ok, je la place. Lumière? Ok, on est prêt pour filmer. Équipé d'une caméra à très haute vitesse, le professeur Burrows et son équipe filment des sauts de puces à 5000 images par seconde pour pouvoir les analyser au ralenti. Yeah! L'accélération d'une puce au décollage est phénoménale. En 1/1000 de seconde, elle passe de l'immobilité totale à une vitesse de près de 2 mètres par seconde. Cela signifie qu'elle absorbe une force équivalente à environ 100 G. Vous et moi serions morts si nous subissions une force de 5 G. Avec des combinaisons spéciales, les astronautes et les pilotes d'avions de chasse peuvent supporter des accélérations allant jusqu'à 6 G, soit 6 fois la force de gravité. Le poids de leur corps est donc multiplié par 6 en une fraction de seconde. Mais nous restons très loin des performances de la puce. Elles résistent à une telle force d'accélération parce que leur cerveau n'a pas besoin d'un afflux sanguin comme le nôtre. La raison pour laquelle une petite force d'accélération nous est fatale, c'est que notre cerveau se vide de son sang. Le cerveau des insectes n'est pas irrigué par des vaisseaux sanguins. Ils ne perdent donc pas conscience, comme ce serait le cas pour nous. D'autre part, les puces ont un squelette externe rigide, comparé à notre squelette interne. Et c'est aussi ce qui les protège de telles forces d'accélération. Mais la capacité extraordinaire de propulsion de la puce vient de son anatomie. Elle compresse son thorax grâce à une protéine élastique, la résiline, qui permet de stocker l'énergie à la façon d'un ressort qui se tend. Puis, cette énergie est libérée d'un coup et transmise aux pattes arrière. La partie inférieure, le tarse, par sa longueur, joue un rôle de levier redoutable qui se détend comme une catapulte. Si les puces sont de véritables as du décollage, l'atterrissage est beaucoup plus approximatif. Mais leur légèreté et l'armure anti-choc qu'elles portent leur permettent de supporter des cascades qui nous seraient fatales. Les puces sautent parce qu'elles veulent passer de l'hôte sur lequel elles vivent à un nouveau. Les récepteurs placés sur leurs antennes et sur leur tête leur permettent de détecter la chaleur dégagée par un corps et le dioxyde de carbone émis par un animal à son chaud. En effet, ce qui motive ces kamikazes miniatures pour accomplir de tels sauts acrobatiques, c'est avant tout la perspective d'un festin de sang. Pour les parasites hématophages, qui se nourrissent de sang, notre corps est une ressource inépuisable. Les infimes quantités que les parasites prélèvent sont immédiatement renouvelées par le corps. Cette minuscule ponction ne perturbe pas le moins du monde notre métabolisme. Malheureusement,
En se nourrissant, les insectes piqueurs ne font pas que prélever un peu de notre sang. En perçant notre peau, les parasites hématophages permettent à des micro-organismes de franchir notre meilleure barrière de défense. C'est ainsi que des espèces pathogènes, virus, bactéries, protozoaires, vont pénétrer à l'intérieur de la planète corps. Et le champion toute catégorie de la transmission de maladies, c'est bien le moustique. Ou plus exactement, la femelle moustique, à qui notre sang est nécessaire pour pouvoir pondre. Son rostre est une véritable seringue naturelle dont elle se sert pour pomper notre sang. Sa piqûre est indolore, car elle injecte immédiatement sa salive dans la plaie, ce qui a un effet à la fois anesthésiant et anticoagulant. Malheureusement pour nous, cette salive peut contenir des virus ou des parasites, comme le plasmodium, responsable du paludisme. Chaque année, cette maladie touche plus de 200 millions de personnes dans le monde et provoque près d'1 million de décès. Le parasite infecte d'abord les cellules du foie, puis il va pénétrer à l'intérieur de nos globules rouges pour s'y multiplier. Ceux-ci se gondolent et se déforment, signe que le parasite prolifère à l'intérieur, comme le montrent ces images en microscopie électronique. Mais à ce stade, afin de poursuivre son développement, le parasite doit quitter le sang humain, trop chaud, et repasser dans le corps d'un moustique. Il faut donc qu'un moustique pique une personne infectée dans cette phase propice. Or, certaines expériences semblent montrer qu'un moustique pique de préférence une personne contaminée par le parasite. L'infection modifierait l'odeur de son corps et la rendrait plus attirante pour le moustique. En d'autres termes, le plasmodium manipulerait le moustique de façon à pouvoir, grâce à lui, achever sa maturation. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'homme n'est qu'un autre intermédiaire dans cette histoire. Une victime collatérale dans le cycle de reproduction d'une créature minuscule, mais très complexe. Un scénario qui nous rappelle une fois de plus que notre planète corps évolue en interaction permanente avec la multitude d'organismes vivants qui nous entourent. Mais parfois, pour combattre certains squatteurs indésirables, il est préférable de leur livrer bataille avant même qu'ils ne posent pied sur notre planète. Et c'est la stratégie adoptée par des chercheurs australiens pour combattre le virus de la dengue, lui aussi transmis par un moustique. Le professeur Scott O'Neill et son équipe livrent leur corps en toute tranquillité à ces moustiques, car ils sont sûrs qu'ils ne leur transmettront aucune maladie. Ils sont le fruit d'un élevage bien particulier, le résultat de nombreuses années de recherche. Tout a commencé avec la mise en évidence d'une étonnante bactérie nommée Wolbachia. C'est incroyable de constater à quel point Wolbachia est commune. Dans un environnement comme celui-là, 70% des insectes vont être naturellement porteurs de cette bactérie. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est que les moustiques qui transmettent la dengue n'en sont pas porteurs. En fait, aucun des moustiques qui transmettent à l'homme des maladies majeures ne porte naturellement Wolbachia. Wolbachia est une bactérie incroyable. Et ce qui m'a passionné, c'est les effets qu'elle provoque sur les insectes qu'elle colonise. Elle favorise la reproduction des femelles qui la portent. Celles-ci transmettent Wolbachia à leur descendance et la bactérie se diffuse ainsi plus vite. Elle protège les insectes de nombreuses infections, et notamment des attaques virales. Si les insectes portent Wolbachia, les virus ne se développent pas aussi bien. Le professeur O'Neill a eu l'idée d'immuniser les moustiques contre la dengue grâce à cette étonnante bactérie.
En laboratoire, les chercheurs ont inoculé Wolbachia à des œufs de moustiques et ils ont élevé des femelles porteuses de la bactérie. Elles n'ont pas rejeté la bactérie et ont toutes développé une résistance au virus de la dengue. Chaque année, ces femelles sont relâchées dans la nature pour qu'elles s'accouplent à des moustiques non porteurs et transmettent Wolbachia à leur descendance. De génération en génération, les moustiques porteurs de la bactérie deviennent dominants et remplacent peu à peu les moustiques non porteurs. Pour mesurer la proportion de ces moustiques immunisés dans la population générale, les équipes du professeur O'Neill placent des pièges chez les habitants. Cela fait maintenant 3 ans que nous capturons des moustiques dans ces pièges pour les ramener au laboratoire et voir s'ils sont porteurs de Wolbachia. En général, plus de 98% des moustiques ont la bactérie et nous sommes plutôt contents de ce résultat. Mon plus grand rêve serait d'arriver à une éradication globale de la dengue en répandant Wolbachia dans toutes les populations de moustiques à travers le monde et ainsi éliminer le virus. Ces recherches suscitent d'autant plus d'espoir qu'il n'existe pas de vaccin contre cette maladie dont les symptômes sont ceux d'une forte grippe. Elle touche chaque année près de 40 millions de personnes, principalement dans les pays en voie de développement des régions tropicales. Mais avec le réchauffement climatique, les cas se multiplient en Europe et aux États-Unis. Les expériences menées par le professeur O'Neill montrent que dans la nature, certains organismes microscopiques sont capables de manipuler des créatures bien plus imposantes en modifiant leur biologie intérieure. Parfois, nous sommes nous aussi sous l'emprise d'êtres vivants bien plus petits que nous. Notre corps, comme la Terre, est le théâtre d'une vie sauvage intense. Tous les jours, à la surface de notre peau, des créatures vivantes communiquent, se nourrissent, se reproduisent, combattent, naissent ou meurent. Certaines sont nuisibles, d'autres nous sont utiles, mais chaque espèce contribue à sa manière à la biodiversité de notre corps.